comment renforcer le capital humain au niveau des groupes vulnérables avec Joanne Garnier de Impact Peterson Augustin, Handicap Support Foundation, Joseph Alexis du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc là, et puis on a eu Haïti Inverse avec Jean-Marc Cuvy. Voilà. Et pour les panels, sans plus tarder, on va passer à la séance de questions-réponses. Et là, on va commencer avec Haïti Inverse, avec une question pour Jean-Marc Cuvy. Comment faire pour rendre les services de Haïti Inverse plus accessibles aux entreprises des villes de province? Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir, merci pour la question, Patrick. Bon, et nous voulons vraiment supporter les entreprises de province qui ne sont pas dans la capitale et nous faisons un effort pour atteindre ces entreprises. Donc, nos conseillers en transaction sont toujours en train de chercher des entrepreneurs qui sont dans les provinces et d'ailleurs, ils ont travaillé avec plusieurs déjà. Et nous avons travaillé avec des entreprises dans le sud, nous avons travaillé avec des entreprises dans l'Artibonite. Donc, on vise bien sûr les entreprises qui ne sont pas dans la capitale. Ce que nous avons fait, nous avons offert à plusieurs de nos partenaires, c'est créer des incitations pour qu'ils puissent atteindre plus d'entreprises dans les provinces. Donc, nous sommes toujours en train de chercher des opportunités dans différents secteurs économiques, soit l'agriculture, soit le tourisme ou autres producteurs dans différentes régions du pays. Et donc, pour les PME qui sont en dehors, qui sont dans les provinces, nous les encourageons bien sûr à contacter nos conseillers en transaction et pour leur présenter leur plan d'affaires et voir s'ils auraient des investisseurs ou des prêteurs qui seraient disposés à les supporter. Nous avons aussi parlé à plusieurs investisseurs qui sont vraiment à la recherche de petites et moyennes entreprises qui sont surtout dans le secteur agricole ou autres et dans les provinces. Merci. Voilà, merci Jean-Marc pour ta réponse. Maintenant, ici, ces entreprises qui sont situées dans les villes de province aimeraient rentrer en contact avec Haïti Inverse. Comment est-ce qu'elles peuvent le faire? Est-ce que vous avez une plateforme dédiée aux prises de contact? Oui, nous sommes toujours en contact. Nous sommes très contents de recevoir des questions des entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises. Ce qu'on fait d'habitude, c'est les mettre en contact avec nos conseillers en transaction. Il faut se rappeler que notre projet, nous travaillons avec des partenaires qui ont pour but de trouver les entreprises qui ont du potentiel pour les supporter avec leur plan d'affaires, leur plan stratégique et aussi trouver des sources de financement pour ces entreprises. Donc, la première étape, c'est aux entrepreneurs de se mettre en contact avec nos partenaires conseillers en transaction qui peuvent élaborer et voir s'il y a un potentiel pour ces conseillers de les supporter en trouvant des partenaires ou des investisseurs. Donc, on vous encourage bien sûr, vous pouvez toujours contacter Haïti Invest et nous, on pourra vous mettre en contact avec nos partenaires, nos conseillers en transaction. Voilà, et ils sont nombreux, les entrepreneurs, à nous suivre. J'espère qu'ils ont pris note et qu'ils sauront quoi faire au moment de vous contacter. Là, je me dirige vers Kenneth Michel. Il y a une question pour Kenneth. Donc, comment avez-vous procédé pour mener à bien ces séances de dialogue avec les agriculteurs de Saint-Raphaël, puisque vous avez dit que cela n'a pas été facile? Quelles sont les difficultés rencontrées? Bonjour, merci Patrick et merci aux auditeurs.
La première chose que je peux dire, c'est qu'il y avait une ambiance de méfiance parce que s'installer sur une surface d'importance, en général, c'est dans une politique d'accaparation. Dans notre dynamique, c'était plutôt dans un choix d'inclusion et de participation dans un modèle innovant. Et ceci nous a demandé d'abord de sécuriser une entente avec le propriétaire terrien et en plus d'avoir l'accord du propriétaire terrien, on s'est assuré pendant une période d'environ 4 mois de faire des séances de dialogue avec la communauté qui était composée de planteurs, mais aussi de travailleurs, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler sur l'espace pour un salaire, pour un revenu, et qui cette fois-ci voulaient avoir l'opportunité de faire valoir leurs droits de résident dans la communauté. Et ceci nous permet, si vous voulez, ceci nous a permis d'établir un esprit de confiance. Et dans cet espace de confiance, nous avons proposé à la communauté un cheminement sur une période. Donc, nous sommes sur une surface de 200 hectares et nous avons, avec la communauté, accepté de faire un cheminement qui nous arrangeait, nous aussi, financièrement, de nous installer graduellement sur 50 hectares et ensuite, chaque année, d'augmenter de 50. Donc, sur une période de 4 ans, on serait sur l'exploitation totale. Et ceci permettrait aussi à la communauté de comprendre comment nous comptions innover dans l'agriculture avec eux, pour eux, et avec tout ce qu'il y avait comme retour social que nous apportions dans notre plan d'affaires. Voilà, merci beaucoup, Kenneth Michel. Donc là, j'ai une question pour Stéphane Desjoie en lien à la contribution de la Brana dans la recherche universitaire en Haïti. Donc, Monsieur Desjoie, il vous a demandé qu'est-ce qui a motivé la Brana à se lancer dans la recherche scientifique. Donc, qu'est-ce que la Brana et quels sont les résultats attendus d'une telle démarche? Et bonsoir Patrick, bonsoir à tout le monde. Et la Brana s'est plutôt lancée dans ce processus parce qu'il a été démontré à de multiples reprises que l'investissement dans la recherche et le développement agricole montrait l'un des taux de rendement les plus élevés parmi tous les investissements dans le développement rural. Donc, on a eu des expériences dans le passé avec le SMASH et on a jugé nécessaire de faire appel à Kiskeya qui était déjà sur le terrain en train de développer certaines semences et pour améliorer le rendement qu'on avait obtenu du SMASH. Et ce qu'on attend, on attend développer la culture du sorgho, non seulement pour notre utilisation locale, mais aussi pour que le sorgho devienne comme le riz, encore une fois, dans le pays pour une chaîne d'approvisionnement local. C'est ça. D'accord, merci beaucoup et merci beaucoup Stéphane Desjoie. Là, je me tourne vers Joanne Garnier qui a participé au panel d'inclusion financière. Et il y a un téléspectateur qui a demandé quel type de handicap sont les plus fréquents en Haïti. Joanne Garnier. Joanne, le son a une coupure, le son de ta vidéo a une coupure. Et
Oui, il semblerait que Joanne Garnier a des difficultés, a des soucis techniques. Donc, le temps pour elle est d'essayer de fixer ce qui ne marche pas. Donc là, je vais me tourner vers une autre panéliste, Jean-Marc Cuvilly. On a une autre question pour Jean-Marc. Quelles sont les relations existantes entre Haïti Inverse et le secteur financier traditionnel? Merci, Patrick. Donc, nous avons travaillé beaucoup avec le secteur financier traditionnel. Plusieurs de nos PME recherchent des prêts bancaires pour pouvoir élargir leurs entreprises, c'est-à-dire pour acheter du matériel, employer et créer de nouveaux emplois et croître leur business. Donc, le secteur financier traditionnel est une source très importante pour ce capital. Donc, nous, à Haïti Invest, nous avons eu beaucoup de réunions avec les prêteurs traditionnels en Haïti. Nous travaillons avec toutes les grandes banques en Haïti. Nous avons tous, ils sont tous, disons, ils sont en train de recevoir des dossiers de nos PME que nous supportons. Et il y a quelques-uns qui ont supporté, qui ont déjà financé ces entreprises. Et nous continuons à travailler avec le secteur banquier. Et non seulement maintenant les banques, nous travaillons aussi avec les fonds de développement, les fonds de private equity en Haïti. Nous avons établi de très bonnes relations avec tous. Et ils sont eux aussi, ils ont déjà supporté plusieurs de nos entreprises et ils continuent à travailler sur d'autres dossiers. Donc, c'est une source. Donc, le financement, je dirais que pour la majorité, ça vient du secteur banquier, mais aussi les fonds de développement, les fonds d'investissement qui sont dans le pays. Et bien sûr, nous sommes en train aussi de travailler avec des fonds étrangers, les fonds Impact, qui veulent faire plus en Haïti. Voilà, merci Jean-Marc. Là, je me tourne vers Stéphane Desjoie et on a une autre question pour toi, Stéphane. Avez-vous l'intention de financer d'autres projets en recherche et développement dans le secteur agroalimentaire? Merci pour cette question. Et pour l'instant, on veut se concentrer sur le sorgho d'abord. Ensuite, on pourra étudier les possibilités dans la vie. Merci. OK, d'accord. Merci Stéphane. Là, j'ai Joanne qui me dit que elle pense que ça va aller. Donc, on retourne vers Joanne. Je réitère la question. Quels types de handicaps sont les plus fréquents en Haïti? donc, Et ça ne marche toujours pas, Joanne. Je ne sais pas ce qui arrive. Peut-être que tu pourrais relancer, essayer de relancer parce que là, ça ne marche pas. Le temps pour moi de me tourner vers Gaël Pressoir, à qui je dis bonsoir. Et Gaël, merci pour ta présentation. Donc, je sais qu'avec la faculté d'agronomie de l'Université Quisqueya, surtout le laboratoire Chibas, donc vous avez beaucoup de recherches. Est-ce que, par exemple, hier, bon, cette question du téléspectateur, il dit que hier, dans le cadre de ce sommet, nous avons suivi une conférence sur le cacao et nous avons appris que pour des petits pays comme Haïti,
il est plus rentable de se focaliser sur un marché de niche. Est-ce que vous avez l'intention dans vos projets de travailler sur le cacao, surtout qu'Haïti a une variété de cacao de bonne qualité? Donc, je ne sais pas, Gaël, donc c'est vous qui allez répondre. Est-ce que c'est dans vos petits papiers, le cacao? Parce que... OK. Merci, Patrick, et merci pour la question. Il y a un bagage nous toujours constaté, donc nous avons parlé surtout de Pitimi, donc cacao, même comprendre qu'il y a un autre panéliste qui te dit que, effectivement, toujours il y a un débat ça, et pour nous connaître si c'est, nous devons faire des cultures pour des marchés niches ou des marchés qui ont une meilleure valeur ajoutée, ou bien est-ce que nous parlons d'une grande culture, d'une grosse industrie? Et moi, je crois que il y en a l'autre pas exclusif, qui veut dire que au cas développer, je dis, si vous avez des produits tant que noir à jour, cacao, avec l'autre qui ont bonne valeur sur le marché international, au cas développer des industries. Il y a des gens qui sont connectés avec le marché, parce que si vous n'avez pas de connexion avec le marché, vous n'avez pas adresser le marché. Mais je dis, je crois que dans un pays comme Haïti, si nous constatons sous le marché international, là, depuis 6 derniers mois, nous constatons que prix maïs monté, prix pitimi monté, prix blé monté, prix du riz monté. Il va le péter fiel et tout consommateur haïtien et avec d'évaluation good là qui semblait entrer dans un dérapage incontrôlé une fois de plus, nous pas qu'à abandonner souveraineté dans les affaires manger pays. Et l'on a parlé de maïs, pitimi, pois, c'est une opportunité unique pour que nous puissions développer une agro-industrie haïtienne. Donc, même là, on a dit, mais pitimi, diri, il n'y a pas rien. Mais même là, ça, il a créé emploi dans le moulin, il a créé emploi dans le fait chico. Ça veut dire, l'on crée toute une chaîne de valeur, depuis producteur pitimi, rivé dans Biakinam, Malta, Chico, avec l'autre produit comme ça, ou pas quitter transformation agroalimentaire qui c'est une grosse chaîne d'industrie dans mes blancs, dans mes étrangers, dans mes autres pays. Donc, on a dit, ou pas qu'à quitter, décider que on va pas abandonner pas souveraineté alimentaire et ou quitter dans mes autres pays et son opportunité de développement de agribusiness lié. Donc, je crois que faut nous opposer, développer filière cacao avec l'autre produit qui a une meilleure valeur ajoutée, avec industrie nationale pour que nous garantissions souveraineté dans les affaires manger. Et ce n'est pas seulement souveraineté, il y a souveraineté là-dedans, mais il y a un COP qui a développé dans l'agro-industrie, parce que l'agro-industrie dans tout pays développé, c'est l'agro-industrie qui fait COP et l'agro-industrie mandé des productions comme pitimi, maïs et pois avec l'autre qualité produit. Merci un peu, Gaël. Bon, là, je vais enchaîner avec vous pour Mando. Et nous connaissons dernier temps ça en mode alimentation nous et changer en pile. Donc, comment est-ce que nous sommes capables de concilier production qu'a fait là pour permettre que nous reprenions souveraineté nous alimentaire nous aujourd'hui et puis avec produits que nous voulons consommer. Comment nous sommes capables de concilier de réalité ça? Alors, là, on dit ça, il toujours fait penser au projet, et je mentionné pendant la conférence là, sur lequel l'université a travaillé avec un financement et Fondation Kellogg, et pour nous développer justement des manger qui peuvent manger plus vite, tant coup, un jus collé instantané. Si vous constatez dans toute ville, tant que Port-au-Prince, il y a un peu de monde qui a un petit blender avec des petits delco et qui a mélangé et véritable manioc et ils fait jus manioc, jus véritable, ils mettent un petit lait là-dedans, ils mettent un petit vanille, un petit cannelle, mais on fait avec spaghetti tout, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent le soir avant de retourner à la Kaili, c'est jus collé qui est bon marché, c'est jus collé spaghetti. Mais pour qui n'a fait jus collé avec spaghetti, je sorti l'autre bord de l'eau, et au contraire, nous avons une étudiante
Université Quisqueya en génie industriel, qui a fait un travail de recherche, Coralie, comme saluer. Coralie a fait un travail pour sous développement un jus collé à base de pitimi local et l'MT testé en comparaison avec jus collé spaghetti, mounio te plutôt jus collé pitimi local là et de loin. Et qui donc leur développer des produits tant que ça, ou répondre, ça veut dire étudiant qui tourné la Kaili après le sorti dans l'université, mais même chef de ménage, chef de famille, qui n'a pas de cop pour l'acheter ou manger cuit, ou bien il n'a pas de temps pour le manger, il a acheté un sachet jus collé instantané qui doit balancer, ça veut dire nous assurer que les protéines là-dedans, que nous avons des glucides, que nous avons enrichi en vitamines pour nous gagner un repas complet et qui travaille mounio et manger. Donc ça c'est un travail de recherche, au contraire que le laboratoire de technologie alimentaire de l'université Quisqueya n'a pas investi là-dedans et c'est une opportunité pour investisseurs parce que les n'a fin de développer technologie, c'est une opportunité pour que n'importe qui femme, homme d'affaires, tu viens joindre nous pour dire, oh, ou développer un bagage comme ça, moi, tu as prendre la main pour nous mener sur les fonds baptismaux industriels. Nous avons des industriels qui ont exprimé intérêt pour travailler avec nous sur question ça, mais nous, sous développement n'importe qui produit, l'université a ouverte pour que l'industriel vienne joindre nous pour le transformer et produits que nous allons développer en opportunité de agribusiness. Et je fais mentionner jus collé instantané, mais nous allons travailler tout sur sauce pois instantané. Nous allons travailler sur macaroni qui fait avec maïs ou pitimi local. Et nous avons enrichi macaroni à plus bon que macaroni importé, parce que pour que macaroni a bien kembe, nous avons réfléchi pour nous mettre un petit pois Congo avec un petit pois inconnu, et ensemble avec macaroni, laisser un macaroni qui tout gain protéines. Alors que macaroni blé importé, pas la même quantité de protéines que macaroni que nous allons développer en l'université Quisqueya. Donc, tout le bagage, c'est des opportunités pour que investisseurs, agribusiness, agro-industrie, qui a développé leurs produits. Et m'espérer, je dis, par exemple, notre travail, nous avons mentionné dans la discussion, nous avons ensemble avec Stéphane, nous avons travaillé avec Brana, qui a développé Kinam Malta. Donc, Brana, c'est une grosse compagnie qui a des ressources pour développer Kinam avec Malta pour Contio, mais nous espérons que nous allons continuer le travail et que nous travaillons aujourd'hui sur plan Pitimi, nous travaillons demain avec l'autre produit, avec des grosses industries, comme Brana et l'autre. Et c'est rôle de l'université, et comme nous avons une réunion sous finance, nous avons dit que c'est des opportunités d'investissement et de business pour tout agro-industriel haïtien. Petit ou gros. Merci un peu, Gaël. Et bon, parole ça au demandé pour parler plus souvent, pour vulgariser plus tout, parce que des fois, on a l'impression que pas gagner qu'à passer dans le secteur recherche, dans le secteur recherche universitaire, surtout pour ça qui a un rapport avec agriculture, pour ça qui a un rapport avec agribusiness. Donc, merci et Gaël donc, pour tout point ça pour avancer. Donc là, juste avant de retourner au panel sur l'inclusion sociale, moi j'ai une question. Pour Jean-Marc, Monsieur Cuvilly, est-ce que vous pouvez rappeler les conditions rendant éligible une entreprise au programme Haïti Invest? Donc, quelles conditions ces entreprises doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier du programme Haïti Invest? Mais oui, Patrick, pas de problème. Et bon, c'est très simple pour nous. Et nous avons à peu près, je crois, c'est 4 ou 5 conditions. La première, c'est que c'est une entreprise qui doit être établie, c'est-à-dire en business pour au moins 2 ans. Donc, on ne peut pas supporter les entreprises qui sont nouvellement créées. Ça doit être des entreprises qui sont là et en business pour au moins 2 ans. Et puis maintenant, ça doit être des entreprises qui ont au moins 5 employés. Et nous cherchons des entreprises qui cherchent un financement de au moins $100,000. Donc, il y a d'autres projets et de la USAID qui ciblent les entreprises plus petites, mais notre projet, c'est plutôt disons, les moyennes entreprises. Et donc, c'est celles qui cherchent un financement moins de $100,000.
Et aussi, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires habituel, annuel, de 200 000 $ et par an. Donc, ce sont plutôt les critères qui sont les plus importants pour nous. Et si l'entreprise a ces critères, nous pouvons la mettre en contact avec nos conseillers en transaction. OK, voilà. Donc, bon, ça c'est une question personnelle. Et comment est-ce que le plan de remboursement, donc, comment est-ce que ces entreprises vont pouvoir rembourser? Bon, c'est vraiment le but d'Haïti Invest, c'est que l'effort qu'on fait, notre support, c'est afin que les entreprises peuvent recevoir cet accompagnement, un accompagnement qui est très important parce que en Haïti, les entrepreneurs, et ce que nous voyons plusieurs fois, c'est qu'ils n'ont vraiment pas le temps ni les ressources pour faire ce travail de la recherche de capital et tout ce qu'il faut faire, tout l'effort qu'il faut faire afin de trouver ce capital. Donc, ce qu'on fait nous-mêmes, c'est qu'on paie, Haïti Invest paie pour cet accompagnement et des entrepreneurs. Donc, notre support, c'est afin que l'entreprise puisse se concentrer sur son travail et le conseiller en transaction maintenant va à la recherche de capital et tout ça, c'est couvert par les frais de Haïti Invest. Donc, pour l'entreprise, elle n'a vraiment rien à payer et c'est juste un accompagnement qu'elle va recevoir de Haïti Invest et de ses partenaires conseillers en transaction. Voilà, merci Jean-Marc pour ces clarifications. Là, je retourne au panel sur l'inclusion sociale. Il y a Joseph Alexis qui est sur la plateforme. Et la question qui lui est adressée est la suivante. Comment voyez-vous les réformes publiques qui devraient garantir un minimum de protection sociale à la population et que recommanderiez-vous en termes de priorités à adresser? Monsieur Alexis, votre micro est sur muet. Il faut l'activer. Merci Patrick et bonsoir à tout le monde. Et la question portait surtout sur les priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à avoir une bonne politique de protection sociale? C'était ça? Effectivement. Donc, la question se porte sur les réformes publiques qui devraient garantir un minimum de protection sociale à la population et que recommanderiez-vous en termes de priorités à adresser? OK. Merci. En principe, pour prendre toute décision en termes de politique publique, la première chose qu'il faut avoir, ce sont des informations, des données. Et comme vous le savez, et comme ça a été le cas pour beaucoup de pays en Amérique latine, beaucoup de pays en voie de développement, il y a une grande faiblesse en matière de statistiques, d'informations qui servent de base pour la décision. Donc, en ce sens, il faut vraiment penser à développer de bonnes politiques publiques en matière de protection sociale en Haïti. La première chose à faire, c'est vraiment de savoir la nature, c'est vraiment de savoir et d'avoir les données sur la population et de chercher à connaître en même temps les groupes vulnérables, les groupes qui méritent d'abord d'être protégés. En ce sens, il y a beaucoup d'efforts qui doivent se faire, à la fois au niveau de l'IHSI, mais aussi au niveau des institutions qui sont responsables de mener les politiques de protection sociale. Et je sais déjà, par exemple, qu'au niveau du recensement qu'on devra réaliser très bientôt, qu'on va essayer de prendre en compte certains groupes vulnérables, et particulièrement pour les personnes handicapées, ce groupe que je connais mieux. Mais aussi, il y a pour l'instant, au niveau du secrétaire d'État et à l'intégration des personnes handicapées, un ensemble d'efforts qui sont en train d'être faits avec le support de la Banque mondiale pour essayer de collecter des données sur les personnes handicapées. Ces informations-là vont permettre de connaître spécifiquement les besoins spécifiques de cette catégorie et à ce moment-là,
on pourra véritablement prendre de bonnes décisions par rapport à ces groupes vulnérables. Mais je pense que la protection sociale en général, ça doit aller plus loin. Quand nous pensons à intégrer les groupes vulnérables ou bien à les protéger, et il faut regarder de façon globale ce que nous faisons dans le pays. Par exemple, regarder ce que nous faisons dans la santé, c'est quoi le niveau du service de santé disponible et comment intégrer les groupes vulnérables. C'est essayer de faire une évaluation globale sur ce qui existe dans le pays et voir comment on peut, en améliorant les services pour tout le monde, mais donner un accès aux groupes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à ces services. Donc, pour moi, je pense que la priorité, c'est d'abord arriver à avoir les données, les informations sur les groupes vulnérables, c'est-à-dire connaître les personnes particulièrement. Et deuxièmement, essayer de définir des politiques publiques claires. Au lieu d'avoir des politiques qui sont tout simplement des actions, mais c'est d'essayer de commencer par des études spécifiques sur les catégories sociales et sur les services existants pour ensuite identifier les problèmes et dire, voilà, au niveau, créer des documentations pour dire, là, on a une politique publique qui est basée sur des données, on connaît les problèmes, on connaît les populations et on fait des perspectives pour dire, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, si on n'arrive pas, si on ne prend pas des décisions, voilà où on va. Et si on prend telle ou telle décision, voilà où on peut arriver en termes de protection sociale. Ouais, là, j'ai envie d'enchaîner avec toi, Joseph Alexis. Et comment est-ce que nous sommes capables de permettre de parler de priorité de protection sociale et puis quand nous connaissons que majorité droit vraiment, ils n'ont pas respecté. Là, je parle de droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la justice. Donc, comment est-ce que nous sommes capables de changer le paradigme là? Changer le paradigme, c'est une question d'État. C'est une question qui porte sur la question ce que nous sommes comme pays, ce que nous sommes comme État en général. Là, c'est une question plus large. Ça nous regarde, c'est peut-être là où vous dire qui projette société nous gagne. C'est-à-dire, qui est ta service qui est disponible pour les citoyens? Qui ça nous fait avec taxe? Qui gère nous la santé? Est-ce que la santé doit au service privé? Continuer au service privé? Est-ce que la santé doit au service public? Comment nous l'éducation? L'hypothèse dans tout ça. Mais sauf que dans la réalité, pas de nous c'est que nous avons des services qui existent en termes de protection sociale et nous avons des services quand même qui existent par rapport à la question de loi. Qui sont des services qui nous considérés bancals. Quand nous avons ces services bancals, il y a quand même une certaine catégorie de la population qui ont accès à ces services. Mais il y a une autre catégorie ou bien d'autres catégories qui n'arrivent pas à avoir accès à ces services. À ce moment-là, ce que nous devons faire, c'est d'essayer d'abord d'améliorer les services pour tout le monde. Mais tout en essayant d'améliorer les services pour tout le monde, mais il faut en même temps penser à donner accès aux catégories les plus démunies. Donc, c'est une question difficile, Patrick, à répondre, puisque comme Haïtiens, nous savons tous la situation. Et on voit, même qu'on a tendance à dire que le pays n'existe pas. Donc, les droits, si le pays n'existe pas, les citoyens non plus. Donc, s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de droits. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question, et surtout par rapport à ma position. Là, donc, ce que vous dites est tellement intéressant, n'en déplaise aux autres panélistes qui attendent. J'ai d'autres questions pour eux. Mais là, j'ai envie d'enchaîner avec vous pour vous demander, mais comment peut-on arriver à faire comprendre à la majorité qu'il existe des groupes qui sont plus vulnérables que d'autres? Donc, comment leur inculquer, je dirais, cette notion? Comment inculquer cette notion au groupe? Là, c'est une question d'éducation à la citoyenneté. Il faut d'abord essayer de faire comprendre que nous sommes une collectivité. Et dans la collectivité, nous avons des catégories spécifiques. Et ça va dépendre d'où l'on vient. Si je viens de la province, si je viens, par exemple, du Lembe, je viens de Trouchouchou, une personne qui a à peu près ça beaucoup plus d'accès à l'information, beaucoup plus d'accès aux services que les autres. Donc, mais là, est-ce que nous avons ces informations? Est-ce que pour le citoyen qui vit à Port-au-Prince, il sait qu'il y a d'autres citoyens qui vivent à Lembe? Est-ce que le citoyen qui vit à Port-au-Prince sait qu'il y a d'autres citoyens qui vivent à Trouchouchou? Est-ce qu'il sait que, en se considérant comme seul citadin et tous les autres citoyens qui sont dans les autres villes de province, ils sont des paysans?
Est-ce qu'il sait que c'est quand même un privilège que c'est de vivre à Port-au-Prince? Et quand nous arrivons à exposer les citoyens à un même niveau d'éducation, un même niveau de formation et d'information, à ce moment-là, on pourra peut-être réfléchir pour dire, OK, vous savez que vous êtes à Port-au-Prince, vous avez accès à beaucoup plus de services, à beaucoup plus d'informations parce que vous êtes à Port-au-Prince et que le budget national est dépensé à 60-80% sur Port-au-Prince et pas autant dans les autres villes de province. Là, quand on arrive à faire passer toutes ces informations pour faire comprendre aux gens de Port-au-Prince qu'il y a d'autres catégories, là, on pourra peut-être sensibiliser d'abord. Mais par contre, ce qui est important, comme je disais en répondant à la première question, il faudra vraiment qu'on essaie d'abord d'avoir de l'information et mettre les informations disponibles et pour faire l'éducation à la citoyenneté par la suite. Voilà, merci Joseph Alexis. Là, je vais retourner vers les autres panélistes dans l'ordre suivant, Gaël Prissois, Jean-Marc Cuvilly et Joanne Garnier, en espérant que Joanne ait pu résoudre ces pépins techniques. Donc là, Gaël, pour le professeur d'université que vous êtes, le passionné de recherche scientifique, donc vous avez sans doute pris connaissance des derniers chiffres relatifs à l'insécurité alimentaire en Haïti, donc 4,4 millions d'Haïtiens qui seraient en situation de besoin d'assistance humanitaire d'urgence, donc de crise alimentaire aiguë. Donc, comment est-ce que vous voyez, et comment est-ce que vous avez reçu cette information et est-ce que l'université ne pourrait pas être sollicitée dans le cadre d'un plan de réponse global à donner à cette urgence humanitaire, si je puis dire? Et merci Patrick pour la question. Et une chose que nous constatons, c'est que chaque fois que nous avons une crise, nous faisons des réponses ponctuelles. J'ai écrit un article dans le Nouvelliste d'opinion au sujet le Premier ministre Jean Risséan a décidé de retirer toute taxe sous diri pour faire Pritimavit diri à descendre. Mais tout bagay ça yo, c'est pas vraie solution yo. Ça veut dire son solution temporaire qui bail un petit souffle mais qui va jamais résoudre le problème. Et jodi a nous constater que sous marché international la prix du riz a monté. Pendant ce temps, goutte que nous avons fait réévaluer pour que prix manger descende, nous avons goutte à réévaluer. Donc nous avons une tempête parfaite côté où il y a à la fois augmentation prix du riz sous marché international là et où il y a goutte là qui a tendance d'évaluer. Ensemble, nous allons combiner pour que nous entrions dans une crise plus mal. Ça veut dire qu'on a 40% de en crise alimentaire et prix Pritimavit diri a augmenté, prix payant a augmenté, prix gallon l'huile la a augmenté, il a augmenté toujours. Donc, qui veut dire panier ménager là, ça veut dire ça le dépenser pour manger chaque jour, tout produit, jodi a augmenté. Donc, qui j'en nous le faire? Alors, plus fort, discours politique là en général, c'est joindre une petite solution pour jodi a pour bailler un petit souffle. Mais petit souffle là pas résoudre rien. Jodi a justement, si nous pas construire une économie qui est plus résiliente, qui est plus solide face à coup ça yo, et nous pas parler aucun côté. Donc, est-ce que l'université a qu'à résoudre le problème ça? Nous avons dit oui. Justement, tout débat que nous avons fait, c'était pour nous mécanisation, augmenter densité. Est-ce que nous avons doublé productivité nationale? Oui, nous sommes capables. Et je dis, si nous avons doublé productivité nationale sous vivre, sous céréales, sous tout poids ensemble, Haïti presque pas en état d'insécurité alimentaire encore. Si je dis, nous avons lancer de nouvelles productions de produits à forte valeur ajoutée, tant que l'huile, ça veut dire, je dis Haïti importait entre 130 et 150 millions de dollars américains l'huile chaque année. Est-ce que nous n'avons pas produire l'huile ici de là? L'université a apporté solution. Est-ce que nous avons produit, nous avons produit tout diri nous importer? Et pas vous, et menti. Mais est-ce que nous obligés à manger diri? Est-ce que nous n'avons pas manger patate?
est-ce que nous ne pouvons pas manger plus patates, est-ce que nous ne pouvons pas manger plus manioc, est-ce que nous ne pouvons pas manger plus pitimi, est-ce que nous ne pouvons pas manger plus maïs. Nous capables, si nous doublons, ça nous produit dans du riz, ça veut dire nous passer à plus de 200 000 tonnes du riz. Si nous produisons 200 000 tonnes de pitimi, si nous produisons 400 000 tonnes de maïs et que nous doublons la production de patates avec manioc que nous mangeons, mais nous n'avons pas besoin. Attends, nous avons exporter patates, nous avons exporter cassave. Qui donc, tout bagage ça, c'est des opportunités pour industriels, pour nos producteurs. Et on a dit qu'il faut nous prendre un problème, il faut nous suspendre, joindre des solutions court-termistes. Il faut développer filière pitimia pour que, au lieu de nous boire bière qui fait avec Malte Europe, nous boire plus bière qui fait avec pitimi local. M'encourager Brana. Et si nous avons manger macaroni qui fait avec maïs, pitimi local, avec pois local, on allait. Si nous avons joué à toi exporter pas cassave, on allait. Donc, il y a une solution. Est-ce que l'université a coller ensemble, ni avec le gouvernement, ni avec l'entreprise, Profin, toute l'autre entreprise, pour que nous pouvons coller, pour que nous développions des industries, c'est rôle nous. C'est rôle nous pour nous accompagner industriels, pour nous accompagner groupements producteurs, pour nous accompagner l'État et pour que nous renforcer, nous doubler la production nationale là. Je dis à la production nationale, il y a plus qu'$1 milliard, il y a entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Si nous doublons, nous avons 3 milliards de dollars, nous ajoutons 1,5 milliard de dollars dans le PIBA. Si industriels et des entreprises, des investisseurs comme Profin commencent à investir dans l'agro-industrie, industrie transformatrice qui a transformé et produit ça, et que nous rajoutons 1 milliard et que nous ajoutons l'autre milliard de valeur ajoutée dans les agro-industries, eh bien, c'est 2,5-3 milliards de dollars que nous ajoutons sous PIB national là. Laissez nous non l'autre Haïti parce que l'autre secteur va développer tout, parce que l'agriculture, il y a un effet boule de neige, il y a un effet entraînement que le poté, l'autre secteur, et ça veut dire toute machine manger cuite, toute l'autre industrie, tout l'autre service qui va l'accompagner, qui fait que si nous avons qu'à ajouter 2 à 3 milliards de dollars que l'agriculture avec l'agro-industrie capoter dans l'industrie, nous guettons l'autre Haïti. Et par quoi il y a Haïtien qui n'a pas souhaité ça, surtout aujourd'hui. Merci un pile Gaël. Donc, nous notons un pile passion dans la réponse dans Jean pour répondre. Donc, vous sentez que ça bouillonnait en dedans. Donc, on a bien occasion pour nous retourner sur vous. Même je voulais juste ajouter que l'université a pas joué le rôle Pali, mais il faut l'État, tout par exemple, jouer partition Pali dans les infrastructures qui manquaient. Nous sommes dans une émission que nous avons chance à faire ensemble. Vous avez parlé de problèmes infrastructure de côté pas gagné. Donc, nous avons par exemple problème irrigation, côté que nous avons agriculture qui dépend presque essentiellement de la pluie, de saison pluvieuse, donc tout ça. Donc, c'est autant de questions que nous avons adressées dans le cadre du plan de réponse globale que nous avons parlé tout à l'heure, où tu es situé université en dedans, et apport université en dedans, plan de réponse globale ça. Merci un peu Gaël. Donc là, il y a Joanne qui nous a fait signe pour nous dire qu'elle pense que ça va. Donc, on va essayer de relancer Joanne sur la question qui lui a été posée initialement. Quels types de handicaps sont les plus fréquents en Haïti? D'accord, merci. Je suis vraiment désolée pour tout le mal, mais je suis mobile et la communication Internet ne va pas du tout. Est-ce que ça va maintenant? Vous m'entendez? Oui, ça va. Donc, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, au niveau du nombre, la question c'est tourne autour du nombre de personnes et de type de handicap. Donc, comme je l'ai dit lors de ma présentation ce midi, il n'y a pas de données claires sur la quantité de personnes handicapées en Haïti. Jusqu'à date, nous utilisons les données de l'OMS qui estime à près de 15% de la population. Parce que le dernier recensement qui s'est tenu en 2003 ne tenait pas compte des personnes handicapées. Donc, en termes de types de handicap, on sait qu'on a tous les types de handicap. En Haïti, on ne peut pas vraiment évaluer le nombre au niveau de chaque type de handicap. Ce qu'on peut dire aussi qui
c'est un véritable défi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de certification de handicap. La certification du handicap permet de savoir le type de handicap que quelqu'un a. Donc, quand on n'a pas un système officiel de l'État qui puisse permettre la certification du handicap, donc c'est vraiment difficile de dire, de parler de données par rapport au type de handicap. Donc, il est à date, il est laissé à la responsabilité des parents de déterminer le type de handicap que les enfants ont. Donc, on sait qu'on a des personnes handicapées physiques, on a des personnes handicapées intellectuelles, nous avons des handicaps psychosociaux également, mais à savoir le nombre, c'est une question qui est un peu difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de réponse. Merci beaucoup, Joanne, pour votre réponse. Là, j'ai envie d'enchaîner avec vous, vous demander, vous avez dit tout à l'heure que lors du dernier recensement, en 2003, ça date de presque de 20 ans. Donc, on n'a pas pu recenser les personnes handicapées. Maintenant, est-ce qu'il y a un plan pour... je sais qu'il y a un autre recensement qui est en perspective, qui déjà aurait dû avoir lieu. Mais est-ce qu'il y a un plan pour permettre la prise en charge de ce groupe-là, de ce groupe vulnérable dans le cadre de ce recensement à venir? C'est ça. Donc, je retourne au recensement de 2003. L'une des raisons pour laquelle on n'a pas les données, c'est parce qu'il n'y avait pas des questions vraiment qui pouvaient permettre d'obtenir ce genre de données. Donc, il est prévu, comme vous le dites, un recensement qui est d'ailleurs en retard. Et dans le cadre de ce recensement, il y a des efforts qui sont faits en vue d'intégrer les questions du groupe de Washington sur le handicap. Donc, ce sont des questions qui vont permettre aux enquêteurs d'arriver dans les familles et de poser les bonnes questions. Parce que jusqu'à présent, vous rentrez dans une famille, vous savez qu'en Haïti, il y a beaucoup de tabous. Les gens, jusqu'à présent, n'acceptent pas le handicap. Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de croyances au niveau culturel. Donc, entrer dans une famille et demander est-ce que vous avez une personne handicapée, est-ce qu'il y a un enfant handicapé dans la maison, donc on vous répondra non. Donc, les questions du Washington Group permettent de poser des questions plus spécifiques autour du fonctionnement même de la personne. Donc, vous rentrez dans une famille et vous demandez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas du tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés à se déplacer? Donc, c'est vraiment des questions qui tournent autour de la mobilité, du fonctionnement de la personne qui vont permettre de déduire les cas de handicap au niveau des familles. Donc, nous espérons que lors du prochain recensement, que ceci sera pris en compte parce que c'est une des recommandations qui a été formulée par le comité relatif aux droits des personnes handicapées lors de la soumission du rapport de l'État haïtien au sujet de la mise en œuvre de la Convention. Voilà, merci beaucoup, Joanne Gagné. Là, je me tourne vers Kenneth Michel. Donc, il y a une question pour Kenneth Michel. Et comment est-ce que vous voyez le renforcement du capital humain dans le secteur agricole et qui pourrait aider à renforcer la productivité ou du moins c'est à augmenter la production? Wow! Et je dirais avant tout que nous devons constater avec la recherche que le professeur Pressoir fait, les failles que nous constatons au niveau de l'agriculture. Et à partir de là, trouver les meilleurs moyens de renforcer le capital humain auquel nous avons accès en milieu rural aujourd'hui. Et deuxièmement, la capacité régionale qui est disponible pour renforcer ce capital humain. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la mécanisation, il y a eu un effort certain sur les 15-20 dernières années à mettre du matériel disponible dans certaines régions rurales. Cependant, il n'y a pas eu de formation ou de préparation des ressources humaines dans ces régions pour l'entretien et même l'utilisation appropriée des équipements.
Il y a donc un besoin d'écoles professionnelles en région. Il y en a dans certaines régions qui fonctionnent bien, mais malheureusement, il n'y a pas nécessairement la disponibilité des ressources en tout temps pour faciliter et permettre l'intégration de ces ressources. Donc, moi, je serais plutôt pour des centres de formation professionnels et techniques en région, mais en alignement avec les investissements qui se font dans ces régions pour qu'il y ait une adéquation de l'offre et de la demande. Merci beaucoup, Kenneth Michel. Là, je me tourne vers Jean-Marc Cuvier, pour lui demander, au niveau des entreprises cibles du programme IT Invest, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont priorisés? Donc, est-ce que des secteurs, par exemple, les entreprises sont tournées vers la production, vers les services? Donc, quels secteurs d'activité qui sont priorisés? Oui, merci Patrick, une très bonne question. Alors, premièrement, nous travaillons avec tous les secteurs de l'économie. Ce sont nos conseillers en transactions qui choisissent les entreprises qui sont les mieux placées pour recevoir du financement, qui sont, bon, je dirais, qui sont bien placées, qui ont un potentiel est grand. Donc, c'est nos conseillers en transactions qui choisissent les entreprises. Mais avec ça, nous avons des secteurs que nous ciblons et qui sont l'agriculture, et certainement. Aussi, nous ciblons le tourisme et aussi, finalement, nous travaillons avec des entreprises qui sont dans la production. Nous avons déjà supporté plusieurs entreprises qui sont dans la production. Nous avons aussi fait des projets dans le logement, surtout le logement pour le niveau plus moyen, où nous avons supporté des entrepreneurs qui sont en train de faire des projets de logement. Mais je dirais que ces secteurs-là, ce sont des secteurs clés pour nous. Et ce que nous faisons, c'est offrir des incitations plus grandes aux conseillers en transactions qui peuvent nous apporter des projets dans ces secteurs que j'ai mentionné. Merci beaucoup, Jean-Marc. Là, je retourne vers Johan en espérant que sa connexion marche toujours pour lui faire ce commentaire d'un téléspectateur qui lui dit qu'en Haïti, on a toujours la tendance de considérer les personnes qui ont un handicap physique. Donc, là, vous avez parlé tout à l'heure d'handicap psychosociaux, d'handicap intellectuel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de sensibiliser le public sur ces différents types d'handicap? Oui, en effet, c'est une belle question. On a tendance au fait à réduire même cette population à des personnes qui n'ont que des handicaps. Merci d'être resté avec nous pendant toute cette deuxième journée de programmation. Ça va? J'ai l'impression qu'il y a une interférence, ça va? Oui, ça va maintenant, ça va. Oui. Ah, d'accord. Oui, en effet. Donc, c'est important non seulement de sensibiliser la population sur les différents types de handicap, mais c'est important d'aller encore plus loin, de sensibiliser la population sur l'existence et sur l'inclusion des personnes handicapées, parce que quel que soit le type de handicap, quel que soit le handicap que quelqu'un a, c'est une personne qui fait partie de la société et elle doit être incluse dans la société. Donc, au niveau sur le terrain, donc je peux vous dire que à travers notre projet, le projet de Impact qui est Une communauté pour nous toutes, c'est une initiative qui est mise en œuvre avec des associations de personnes handicapées qui permet non seulement d'éduquer la population en général sur les droits des personnes handicapées, mais c'est une initiative qui veut également cibler les différents acteurs, les différentes parties prenantes de la communauté, les gens du secteur privé, parce qu'il faut partir, quand on parle de
d'inclusion de personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Donc, il faut également parler d'inclusion sur le marché du travail, d'inclusion à l'école. Donc, c'est toute une mouvance, ça doit être toute une mouvance au niveau de toute la communauté, de toute la société, qui doit être au courant, mais qui doit surtout comprendre que les droits des personnes handicapées sont des droits humains. OK, merci beaucoup. Et Joanne, là, je me tourne vers Gaël Prissoir, donc, pour une autre question. Gaël, donc, comment est-ce que la recherche universitaire peut faciliter une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'écologie, beaucoup plus respectueuse de l'environnement? Merci pour la question. Et bon, je dis que l'agriculture, ce n'est pas une agriculture qui fait appel à plus produits phytosanitaires, mais néanmoins, c'est un bagage, tout le monde pensait que l'agriculture dans laquelle nous y est aujourd'hui, n'est pas utiliser produits phytosanitaires, ce n'est pas vrai. Parce que l'agriculteur se sert avec un pile produit et produits ça pas toujours bon produit ni pour santé ni pour l'autre qualité bagaille. Ça veut dire par exemple, mon cap conserver poids, produit obligé de mettre pour protéger poids et je toujours dis poids local là plutôt laver avant servir avec, c'est pas menti. Donc je dis ça m'a dit c'est que recherche là nous avons développé des techniques simples par exemple dans la conservation. Nous avons fait promotion que nous avons gagné 5 gallons jaunes, côté nous avons boté de l'eau et la trier, sous un style là intact et au conserver semence poids là-dedans, ou pas besoin de mettre produit, parce que si semence poids bien sec, et pour mettre le nan et 5 gallons jaunes ça, et l'hermétique pour qu'à fond petit silo la caille pour conserver poids sans pas mettre produit. Donc, on a dit, il y a un premier bénéfice, c'est développer des technologies simples d'abord pour nous protéger mounio. Parce que l'environnement, tout c'est environnement mounio, où il n'y a pas besoin de servir avec n'importe quelle qualité de produit. Et on a dit, premier usage là, c'est dans la conservation grain avec semences, côté il y a des gens qui, je dis, a servir avec des produits qui pas bon pour santé personne. L'autre bagaille côté nous avons agi, et je crois que l'ENAP moderniser l'agriculture, c'est développer des agricultures, parce que le premier dommage environnement, c'est de ne pas conserver le sol là. Ou pas conserver le sol là, ou pas conserver la terre, pour que demain, petit moins, qu'à continuer à faire l'agriculture, et puis bien, parce que ça m'a fait aujourd'hui. Donc nous-mêmes, l'agriculture, nous gagnons un rôle pour que nous conservions la terre, nous conservions le sol là, pour que demain, petit nous, qu'à continuer à faire l'agriculture. L'ESA, par exemple, l'université Quisqueya pour développer notamment sous sol qui est sableux, agriculture sans labour, pour que nous conservions le paillage là, et pour nous faire mulching naturel avec l'ESA, nous avons fait agriculture sans labour, sans ne pas virer terre, sans ne pas perturber, et pour mieux conserver l'eau qui est dans le sol là, ou te dit, par exemple, nous avons fait des investissements en irrigation, c'est important, mais gérer l'eau sol là, l'important tout, ça veut dire là où il y a moins la pluie et ou faire agriculture. En bas la pluie, l'important tout pour que ou conserver de l'eau la pluie. Donc tout ça, c'est conserver l'environnement, limiter l'érosion, mieux utiliser de l'eau, mieux conserver de l'eau, assurer que terre non seulement ou restaurer fertilité, mais ou entretenir fertilité pour que demain l'agriculture a continué faite pour que pas besoin de mettre en pile trop engrais qui coûtait cher. L'aime servir avec engrais, m'utiliser au mieux. Donc, toute pratique, ça y est, ou qu'il y a une pile pratique agroécologique, moi, je ne pas dire pour ne pas servir avec produits chimiques ou produits, mais pour assurer que vous servez avec bons produits, que vous ne pas servir trop, et ça qui est plus important, c'est que vous conservez et fertilité sol pour que je dis, je doubler la production, je tripler la production, sans pas nuire
avec production petite moyen, petite moyen, à faire sous terre pays d'Haïti. Voilà, merci en pile, Gaël Grissoir. Et bon, c'est sous notre ça que nous mettons en fin dans la session questions-réponses. Donc, un grand merci à vous tous, téléspectatrices, téléspectateurs qui nous avez suivis durant ces 2 jours, qui nous avez accompagnés durant ces 2 jours de programmation dans le cadre de la 11e édition du Sommet international de la finance organisé par le groupe Croissance, le groupe Profin et ses partenaires. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine pour une autre édition du Sommet international de la finance. Mais quant à nous, au sein de Profin TV, nous vous donnons rendez-vous. En fait, il n'y a pas de rendez-vous, donc vous pouvez toujours accéder à nos différents canaux pour avoir accès à nos contenus. Donc, que ce soit via notre site web www.profin.tv, que ce soit à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc, vous pouvez à tout instant revoir la programmation durant ces 2 jours. Donc, merci, un grand merci. Et merci à tous nos panélistes qui ont fait l'effort d'être présents pour assurer cette session de questions-réponses et permettre cette interaction entre le public et eux pour aller beaucoup plus loin dans ces discussions. Merci, un grand merci. Merci d'être resté avec nous pendant toute cette 2e journée de programmation. Je rappelle que vous êtes sur Profin TV, cette plateforme multimédia du groupe Profin. Et notre vocation, c'est de traiter, de diffuser toutes les informations liées à la finance, à l'économie, à l'entrepreneuriat et aux investissements en Haïti qu'ailleurs dans le monde. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt, à l'année prochaine pour une prochaine édition. Et n'oubliez pas, nos contenus sont disponibles en podcast sur tous les canaux de communication de Profin TV sur les réseaux sociaux et sur le site web www.profin.tv. Pour vous servir, Valérie Fizemé. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous, mesdames et messieurs, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, pour ces 2 journées de programmation Profin TV dans le cadre de la 11e édition du Sommet international de la finance. Les programmations de Profin TV continuent. On a de belles surprises pour vous. Mon nom, c'est Patrick Saint-Pré. Rendez-vous à l'année prochaine pour la 2e édition du Sommet international de la finance. Profin est une société de promotion des investissements, la toute première et au fait l'unique du genre à opérer en Haïti, et ceci depuis 2013. En tant qu'institution financière, Profin est supervisée par la Banque de la République d'Haïti, notre banque centrale, et Profin offre des services conseils, des services financiers et des solutions en placement. Profin fait partie aujourd'hui de ce qui est devenu le groupe Profin,
qui au fait est la résultante d'une mise en place progressive d'activités financières complémentaires de manière ordonnée et de manière planifiée. Le groupe Profin aujourd'hui est composé de 8 institutions et ces institutions font entre autres de l'asset management où elles participent à la prise de participation de différentes entités, qu'elles soient locales ou qu'elles soient régionales. La mission commune des entités du groupe Profin est de créer et de développer le marché des capitaux en Haïti et d'utiliser les sociétés formées par son écosystème comme un moteur de changement pour créer de la richesse et répandre la richesse. Mais derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes imbus de leur mission et animés du désir profond et de la volonté profonde de propulser Haïti dans l'ère de la finance moderne. Ce sont ces ressources humaines, ce capital humain, ce matériel humain qui, grâce à ses compétences, à son savoir, à sa passion, à son dévouement et à son engagement et à son dur labeur, qui font tourner la machine et qui ont permis à Profin et aux entités du groupe Profin d'être ces pionniers qui sont en train d'insuffler une nouvelle dynamique à la finance haïtienne. Caribbean Investor Capital, or CIC, was founded in November of 2016. We're the first private equity fund started in Haiti. Our mission is to invest responsibly and support our portfolio companies to generate superior returns for our shareholders while promoting sustainable economic prosperity in Haiti and the Caribbean. The fund has grown significantly over the years, and we're constantly looking for investment opportunities in Haiti and the wider Caribbean. The subject of this particular conference is to talk about how CIC supports the development of human capital. We do this directly and indirectly. So firstly, our staff are trained in best practices in evaluating companies and analyzing business opportunities. Then indirectly, at our portfolio